Merci beaucoup, Franziska Humphreys. Je remercie aussi, donc, effectivement, la Maison Heine de nous accueillir. Franziska Humphreys et aussi, je remercie Christiana Duyssen, qui était l'ancienne directrice de la Maison Heine, avec qui on a déjà beaucoup collaboré, et donc qui est vraiment un lieu qui nous accueille et qui accueille la réflexion sur la mémoire depuis longtemps. Remerciements aussi à nos universités et laboratoires respectifs et à l'Institut universitaire de France qui nous ont aidés, portés pour financer cette manifestation. Alors l'idée de ce colloque remonte à quelques années, effectivement, peut-être même est-elle à l'origine de Mémoires en jeu, de la revue dont vous avez un certain nombre d'exemplaires à côté, près de la fenêtre. Elle était aussi motrice de mon essai sur les paradoxes de la mémoire, paru l'an dernier. Il va s'agir d'interroger les rapports étroits entre les questions mémorielles, la critique, alors d'abord ce qu'on peut entendre par critique, hein, je vais y revenir, la normalisation et l'institution de ces formes d'expression, ainsi que les rapports entre mémoire et culture. Donc c'est assez vaste, peut-être que le colloque, et certainement le colloque n'y suffira pas, même s'il est dense, parce qu'en effet, la mémoire, telle qu'on l'entend aujourd'hui à propos des grandes violences historiques, a une portée morale dominante, sur laquelle repose sa portée critique, mais pas que, portée critique permettant de dénoncer les atteintes à la dignité humaine, généralement associées à des systèmes coercitifs. Elle est en cela un moyen de prise de conscience, un ressort de la justice et de l'émancipation. Toutefois, en devenant un de ces fondements de nos espaces démocratiques contemporains, et c'est là un point d'articulation du colloque et de la réflexion, cette vocation de la mémoire s'est dédoublée. On peut dire qu'elle s'est dédoublée, ou elle a une ambivalence ou une duplicité. En tout cas, les questions mémorielles se sont converties en un vaste dispositif d'interprétation des violences, qui élabore des normes, qui engage à les instituer, qui porte des valeurs pour tenter de régler notre rapport éthique à l'autre. Un tel dispositif contribue largement à l'institution dans nos sociétés occidentales de cadres d'expression forts, du fait de leur charge morale, avec leur lieu commun, leur topoi, leur figure symbolique, dont la victime définie à partir de la vulnérabilité, parce qu'effectivement, notre civilisation même admet la figure de la victime de façon centrale, hein, mais la victime, donc définie à partir de la vulnérabilité, est un des exemples majeurs. Ainsi, comme on parle de bonnes pratiques, les bonnes productions et réceptions, notamment des témoignages et des énoncés mémoriels, c'est-à-dire leur visibilité aussi bien médiatique que scientifique, et le médiatique que scientifique, je pense que c'est aussi à interroger, et ça vient nous interroger, tiendrait à la conformité de ces témoignages au cadre de l'expression mémorielle. Dans un recueil universitaire qui date de quelques années et dont le titre était « Le témoin itératif », effectivement, cette habitude qu'ont les témoins à venir énoncer leur témoignage, on lit qu'il y a des bons témoins. C'est une question qui est portée par ce... et le bon était entre guillemets. Primo Levi parlait déjà... au début des années 80, hein, c'est en fait un thème qui est revenu et qu'il a beaucoup aussi travaillé depuis la fin des années 70, de témoins professionnels. Déjà, hein, et ça lui venait aussi de Jean Améry, qui avait été aussi un rescapé d'Auschwitz, et qui avait une réflexion extrêmement critique sur les questions mémorielles, et notamment, évidemment, la façon dont elles étaient prises en charge en Allemagne et en Autriche. En effet, cette standardisation ne concerne pas seulement les commémorations, les musées et les discours et représentations médiatiques. Elle plonge plus profond pour étendre son institution au-delà et en deçà de ses institutions. C'est bien ce sur quoi ce colloque invite à s'interroger, sur quoi vous êtes invités à venir vous prononcer et à débattre, en tout cas, j'espère. C'est-à-dire non seulement nos objets, mais aussi nos pratiques, et la place que tiennent ces questions mémorielles et testimoniales dans nos disciplines. C'est bien pourquoi ce colloque a une volonté pluridisciplinaire et qu'il est déjà en cela un laboratoire
pour expérimenter la capacité des disciplines à dialoguer entre elles. Il rassemble principalement donc, la littérature, la philosophie, la sociologie et l'histoire. Une manche à venir pourra aussi s'ouvrir à d'autres disciplines, mais je pense que c'est déjà pas mal pour ces presque 3 jours, puisque ça a commencé hier à Clermont-Ferrand. Et donc, on peut espérer que ce ne soit qu'un début. Au-delà de la volonté non œcuménique de rassembler des disciplines des sciences humaines et sociales, des SHS, il n'en demeure pas moins que la question centrale est, me semble-t-il, de se demander si cette normalisation de la mémoire et la standardisation qui en résulte n'entament pas la portée critique des questions mémorielles. Et si cela ne met pas en veilleuse ces étincelles du passé qui permettent de venir interroger et réinterroger sans relâche le présent. Mais de quelle critique s'agit-il ? Parce qu'effectivement, on peut entendre dans le terme mémoire, mémoriel, différents sens, mais on peut évidemment entendre aussi dans le terme critique différents sens. De quelle critique s'agit-il ? Et question qui m'est apparue au fur et à mesure que ce colloque s'est organisé et de mes échanges avec ou sur les intervenants, eh bien, mettons tous le même sens quand on entend le mot critique, sous le mot critique. On peut rappeler les mots d'Adorno qu'il écrit en 1949, considérant, je cite, que ce n'est pas son action dissolvante qu'il reproche à la critique, mais le conformisme de son apparente indocilité. La critique peut être une imposture aussi, elle peut être un effet de réseau, et l'on sait bien combien la circulation des idées participe aussi de réseau, voire en dépend. Elle peut avoir un contre-effet en focalisant sur des événements plutôt que sur ce que Pérec appelait l'infraordinaire ou sur les conditions de possibilité des violences. C'est-à-dire quelquefois, elle peut aussi favoriser la focalisation sur des événements extrêmes, voire sidérants, et finalement se détourner d'une vocation critique qui serait celle de mettre en évidence les conditions de possibilité de ces événements et de leur constitution en mémoire, c'est-à-dire de la trace qu'on en a et qui en est portée par la culture. Aussi, les critiques de la culture mémoriale ne manquent pas. Donc ce n'est pas non plus quelque chose de très nouveau que de mettre, on peut dire, en rapport critique et mémoire. Mais ce n'est pas forcément le signe qu'elles aient, ces critiques, un pouvoir émancipateur une capacité à faire effraction à l'horizon d'attente et à ces codes de plus en plus institués, car c'est aussi la question, on revient à cette question. Alors, c'est à ce niveau-là certainement que l'art et la littérature sont interpellés. Il y a un certain nombre d'interventions sur l'art et la littérature qui vont avoir lieu pendant ces 2 jours. Même la question de la reconnaissance, clé de voûte de la réparation des torts, n'est pas si évidente. Et c'est ce que discute Axel Honneth dans un texte de 2004 qui s'appelle, qu'on peut traduire en français, La reconnaissance comme idéologie, parce que justement elle n'est pas si évidente dans une société et un régime capitaliste qui précisément se nourrissent de la critique et qui fait ou font, société et régime capitaliste, de la critique un de ses moteurs. Donc, évidemment, on est aussi sur une position presque de funambule, d'où l'ambivalence du rapport entre mémoire et critique, quand on sait que cette critique peut être aussi alimenter la normalisation même des questions culturelles auxquelles appartiennent plus ou moins la mémoire. Des critiques viennent de l'extérieur aussi, et par décentrement. Alors, on peut se demander justement, avec les études postcoloniales et de genre, études intersectionnelles, et de ce qui a été étiqueté par ses adversaires comme la cancel culture, ne pallie-t-elle pas la faiblesse même des études mémorielles, en proposant déjà un décentrement du pôle de la pensée occidentale, mais aussi parce que le positionnement critique peut entrer dans le jeu de repositionnement de l'extrême droite. Il s'agit d'évaluer, ce sera pour des interventions
cet après-midi. Il s'agit d'évaluer le jeu entre normalisation et posture critique qu'adoptent les extrêmes droites au niveau même de la culture et au regard du passé. Et effectivement, ces questions critiques concernent à la fois les approches mémorielles, mais peuvent nous venir de l'extérieur. Bon, je pense ici, un peu dans l'ordre de la distribution, à l'intervention de Pascal Blanchard à propos précisément des études coloniales et de ce qui s'y passe et ne s'y passe pas dans la société française. Donc c'est comme ça que le programme va pouvoir s'enchaîner.